Salut, merci pour Mes- l'invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis ce soir de vous présenter Alexandre Leman encore une fois. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, je vais faire un paysage rudimentaire pour vous situer bien. Économiste spécialisé de l'inflation, récompensé plusieurs fois par la Banque centrale du Brésil, rien que ça, et également qui porte un intérêt plus que soutenu à tout ce qui est les matières premières et donc, je pense que pour une fois, on a quelqu'un qui connaît son domaine. Et à l'occasion, notre cher Alexandre nous a sorti un article le 7 septembre 2025 sur une estimation du coût de l'euro. Et c'est pour ça que nous l'invitons, pour qu'il puisse vous faire profiter de son article et de ses réflexions sur le sujet. Et ben, sans attendre, je vais laisser la parole à Alexandre qui va vous expliquer comment ce travail lui est venu et surtout en quoi il consiste et ce qui en est découlé. Bon, premièrement, encore merci pour l'invitation. Pour expliquer simplement d'où vient ce projet, en fait, la genèse du projet, c'est que souvent, en discutant sur le Discord et avec d'autres personnes sur Twitter, je disais que finalement, à part l'étude Sapir-Murer sur la sortie de la zone euro, finalement, il y avait assez peu de travail qui était fait par les souverainistes sur cette question. Et que c'était un peu dommage et on va dire un peu la glandouille collective. Et régulièrement, je disais qu'on pourrait faire à minima une étude, pas sur la sortie de l'euro, parce que la sortie de l'euro, c'est quelque chose de très long, très compliqué, mais à minima sur une estimation de ce qu'a coûté l'euro. Et alors, il se trouve que quand j'avais que ça à faire, quand j'étais stagiaire encore, non, dans ma première année de travail au Brésil, j'avais fait une estimation du coût de la zone euro. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait eu une étude publiée par le CEP, ou CEP, donc un think tank allemand, plutôt libéral, qui avait publié une étude qui avait fait grand bruit sur le coût de la zone euro à l'occasion des 20 ans de l'euro. Et ça a fait grand bruit, pourquoi? Parce que ça trouvait une perte d'à peu près 5 000 euros par Français du fait de l'entrée dans la zone euro. Et alors cette étude, elle avait été, on va dire, de manière unanime, très critiquée dans la presse. Par exemple, Le Point avait sorti un article où il parlait de l'étude bidon sur la sortie de l'euro. Libé avait fait son check news, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour débunker. Et d'ailleurs, enfin, les critiques n'étaient pas forcément très rigoureuses, hein. Par exemple, dans cet article du Point, la personne qui avait été appelée pour commenter l'étude et critiquer le modèle économique utilisé, Mmh. c'était un professeur de droit, voilà, qui avait aucun background académique en mathématiques ou en économétrie. Donc voilà, c'était pas forcément très rigoureux les critiques, mais il y en avait certaines qui faisaient sens, et notamment que l'étude sur les 20 ans de l'euro du CEP, elle avait l'air un peu bâclée, hein. Et même Jacques Sapir, quand il avait commenté cette étude sur le blog d'Olivier Berruyer, je crois, Oui, c'était ça. avait dit, ouais, il y a quand même quelques petits trucs qui sont un petit peu bâclés. Et ce que je m'étais dit, c'était bon, je vais essayer de la refaire, mais en récupérant un petit peu tout ce qui était mauvais, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus solide. Alors, pour expliquer un petit Mmh. peu qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de plus solide, il faut rentrer un petit peu dans le détail du modèle. Et je vais faire ça très simple. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pas une conférence d'économétrie. À l'époque, donc, le modèle, c'est le suivant. Vous partez du principe que vous voulez analyser l'effet
d'un événement économique à l'instant T. Donc, dans notre cas présent, c'est l'introduction de l'euro en 1999. Et comment est-ce que vous voulez examiner l'impact de cette introduction de l'euro? Eh bien, vous essayez, grâce à un algorithme, vous essayez de recomposer ce qu'on va appeler une France synthétique. Alors, comment vous faites ça? Eh bien, vous prenez des variables économiques structurelles, le PIB par habitant. Alors, les variables structurelles, donc il y a toujours le PIB par habitant, parce que c'est ce qu'on va essayer de prévoir, mais ensuite, les autres variables, elles changent. Euh, euh, Par exemple, dans l'étude du CEP, ils avaient utilisé le taux d'inflation, le taux de l'industrie dans le PIB, ils avaient utilisé le taux d'ouverture, donc qui est importation plus exportation divisé par le PIB. Et en utilisant toutes ces variables, vous essayez de recréer une économie qui ressemble à la France, mais qui n'est pas la France. Et par exemple, dans le cas du CEP, il s'est dit, bien, c'est bizarre, la France, c'est à peu près, grosso modo, 50% de Royaume-Uni, 50% d'Australie. Et Est-ce on que, voyait que... est-ce que vous pouvez préciser, quand vous dites 50% d'Australie, 50% de Royaume-Uni, ce que ça constitue? C'était commerce extérieur, c'était... Alors, en fait, si vous prenez toutes les variables et si vous hmm essayez de recomposer un pays le plus proche possible de la France, qui va avoir la même trajectoire de PIB avant l'introduction de l'euro, le mieux, c'était 50% d'Australie et 50% de Royaume-Uni. Alors, Merci. comment est-ce qu'on choisit ces proportions? Alors déjà, il faut faire ce qu'on appelle un donor pool, c'est-à-dire un set de pays qui vont permettre de créer la France synthétique. Donc, il faut que ce soit des pays développés, plus ou moins, hein, Hmm. des pays qui n'ont pas été impactés par d'énormes chocs, euh, et des pays qui sont en dehors de l'euro. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que on veut recréer une France synthétique, et donc on va regarder le comportement de cette France synthétique, qui devrait être très proche du PIB par habitant de la France avant l'euro. Par contre, après l'euro, eh bien là, on va avoir deux trajectoires différentes. La France synthétique, donc ce pays imaginaire qui a énormément de caractéristiques semblables à la France, mais qui n'est pas rentré dans l'euro, il va avoir une trajectoire différente et on va faire la différence entre les deux courbes pour voir quel est l'impact de l'euro. Alors, quel était un des gros problèmes de l'étude du CEP? C'est que pour être crédible, cette France synthétique, elle doit être appuyée sur un grand nombre de pays. Parce que, par exemple, dans le cas présent dans le cas du CEP, comme c'était moite-moite, Royaume-Uni, euh, Royaume-Uni, Australie, l'Australie, par exemple, elle a eu un développement un peu particulier. Parce qu'après l'euro, il y a eu la croissance très forte de la Chine. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Australie, c'est un grand producteur de minerais de fer. Et Hmm. donc, ils ont été un peu les fournisseurs du boom chinois. Donc, après l'euro, ils ont eu une sorte de développement un peu particulier qui les a fait croître un petit peu plus. Et donc, leur octroyer une part aussi importante de cette France synthétique, c'était un peu fausser les résultats. C'était pas très rigoureux. Alors, Et alors, ce qu'il fallait faire, c'est peut-être augmenter le nombre de variables hmm, structurelles et essayer d'avoir une France synthétique qui soit composée d'un nombre plus grand de pays. Comme ça, vous réduisez la probabilité qu'en fait ce soit un événement particulier qui impacte la trajectoire de la France synthétique. Pour que la trajectoire de la France synthétique, elle ressemble au maximum à ce qu'aurait été la France sans l'euro. Tu avais une question? Non, désolé, je crois t'avoir c'était interrompu. parce que j'avais entendu ça à une époque, je me souviens plus si c'était l'étude Sapir-Murer ou si c'était une autre, mais on m'avait expliqué qu'en fait, un des modèles qui avait utilisé pour une sortie de la France de la zone euro, ça avait été l'économie russe. Et ce qu'on m'avait expliqué à l'époque, parce que j'en avais lu et ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'en fait, vu que la Russie est un immense producteur d'hydrocarbures, ça faussait un petit peu, pas tout, mais beaucoup de résultats. Ce qui fait qu'en Alors, fait, je trouve ça beaucoup plus honnête de votre part de dire je prends le maximum de pays développés avec des évolutions standards, c'est-à-dire sans grosses perturbations, et on essaye de s'approcher d'un modèle qui pourrait le plus ressembler. Mais vous êtes tout le temps dans la nuance, et c'est ça que je trouve très bien, parce que honnêtement, même pour le spectateur, je pense que c'est plus rassurant d'avoir quelqu'un qui vous dit
je pense, et on se rapproche d'eux plutôt que quelqu'un qui va vous dire ouais, j'ai la solution, tout est nickel. Ouais, alors là, en fait, dans le modèle Sapir-Murer, c'est une sortie de l'euro. C'est un truc beaucoup plus complexe. Et là, je ne saurais pas le dire parce que je n'ai pas regardé dans les détails. En fait, l'étude Sapir-Murer, je l'ai lue quand je n'étais pas encore économiste. Donc, il faudrait vraiment que je la relise pour pouvoir en parler. Mais donc, toutes les critiques qui étaient faites au modèle du CEP, elles n'étaient pas toutes bidons comme l'IB et Le Point. Il y avait un magazine, un webzine, je ne sais pas comment on dit, une revue en ligne, qui est ouvertement fédéraliste, je crois, qui s'appelle Le Grand Continent. Et là, ils avaient fait une critique très très bonne, en fait, très très bonne du modèle du CEP. Et à l'époque, donc quand j'avais fait la première version de l'étude, j'avais travaillé en collaboration avec ces gens-là, avec les auteurs de l'article du Grand Continent. C'est-à-dire que j'échangeais avec eux sur LinkedIn, ils me donnaient leur feedback. Et c'est important parce qu'à l'époque, moi, j'étais globalement voilà, j'étais déçu par les souverainistes. Et donc, si je restais un peu souverainiste sur les bords, au niveau de la politique économique, j'étais encore assez macroniste, en fait. Je me suis détaché un petit peu plus tard. Donc, c'était facile pour moi d'avoir ce genre de contact avec ces gens-là. Et c'est assez rigolo parce que, notamment, je vais montrer sur le blog, mais je fais ça très rarement, mais j'ai trouvé ça assez parlant. Donc, j'ai caché son identité pour que. Mais en fait, dans un des mails qui m'envoie, de DMP qui m'envoie, il me dit non, mais moi, je crois à un impact négatif de l'euro. Je trouvais ça assez intéressant que l'auteur d'un article qui avait dézingué l'étude du CEP, en fait, me fasse cette confession. Donc, voilà. Le problème, c'est que donc, cette première version de la réécriture de l'étude sur le coût de la zone euro que j'avais fait en 2019, 2020, non, 2020, eh bien, c'était sur LinkedIn. C'était un truc fait à la va-vite. J'ai perdu l'ordinateur. Enfin, j'ai perdu l'ordinateur. L'ordinateur sur lequel je l'avais fait est mort. Et à l'époque, je n'avais pas sauvegardé mes données. Et souvent, vous saviez que je râlais un peu contre les souverainistes glandeurs dans diverses Si peu, vidéos très cher, si peu. sur le Discord. Et je dis, je devrais reprendre cette étude et faire quelque chose de carré. Parce que maintenant, j'ai un peu plus d'expérience professionnelle. Et bon, voilà, moi, j'étais vraiment enfin, j'avais énormément de travail, donc j'avais pas le temps. Et en fait, j'en ai parlé un petit peu à Charles-Henri Gallois. J'ai dit, mais aidez-moi, envoyez-moi quelqu'un qui va m'aider à faire ce truc. Et finalement, il m'a envoyé quelqu'un qui, en fait, va m'aider dans la rédaction d'un rapport technique. Pour l'instant, on discute, mais bon, son rôle, il va être après, parce qu'en fait, là, j'ai publié un billet sur mon nouveau blog là, qui apparaît à l'écran, mais plus tard, on va faire un rapport vraiment carré pour des gens plus spécialisés. Donc, cette personne va m'aider qui est sympathisant ou adhérent de Reprenons le contrôle, Génération Frexit. Et donc, il va m'aider à faire ça, mais le simple fait qu'il soit là, ça me motivait en fait pour travailler. Je lui dis, bon, je suis plus tout seul, je dois faire quelque chose. Et aussi, enfin voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est la crise un petit peu sur les marchés au Brésil et je me suis fait virer, comme beaucoup d'économistes macro, de mon poste il y a quelques mois. Donc du coup, j'avais plein de temps libre et je me dis, bon, il va falloir avancer et je vais travailler là-dessus. Et donc, j'ai lancé le 10, j'ai lancé mon nouveau blog la première publication, en fait, c'est cette étude. Donc, voilà, donc vous pouvez y aller, vous pouvez commenter. Je vous invite à lire l'article dans les détails. Je présente les résultats. Et alors, les résultats, globalement, qu'est-ce que c'est Alors, attendez, je vais sur le truc. Qu'on mettra le lien de l'article dans la Ouais. description de la vidéo. Ouais. Pour que vous puissiez Alors,
En fait, à un moment je sais pas si là ça apparaît à l'écran, ouais, je pense. Là, vous Je vais avez un demander résumé. confirmation à la technique. Est-ce que le partage d'écran apparaît bien? Ok. Voilà, c'est bon, merci. Donc là, vous voyez que dans mes calculs, la France synthétique, en fait, elle est composée d'un nombre beaucoup plus grand de pays que dans l'étude du CEP, où là, vous aviez France, Royaume-Uni. Et là, on voit qu'il y a énormément de pays qui composent la France synthétique, hein, Grande-Bretagne, Japon, Corée, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suède, Singapour, voilà, Canada, Australie, Suisse. Donc voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et j'ai utilisé plus de variables. J'ai utilisé le taux de change effectif réel, j'ai utilisé le poids de l'investissement dans le PIB, et j'ai aussi utilisé les importations nettes d'énergie. C'est quand même un truc qui est quand même assez important. Ça peut Hmm. impacter beaucoup, surtout ces derniers temps, en fait, les trajectoires économiques. Et, euh, et finalement, j'ai trouvé des résultats. Alors, mes résultats, ils confirment un impact euh, négatif de l'euro. Alors là, je ne sais pas si on peut. Ah voilà. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez, là, la courbe rouge, c'est la France synthétique. C'est une sorte de pays imaginaire qui essaye de reproduire les performances de la France. Alors, il y a des petites erreurs de tracking, hein, c'est normal, hein, c'est pas 100%, quoi. Et là, vous avez l'introduction de l'euro et on voit que très rapidement, les courbes divergent. Et donc, la France avec l'euro, la France sans l'euro. Et alors, mon étude, elle confirme un, un impact négatif de l'euro. Par contre, c'est vrai que voilà, le CEP trouvait 5500 euros, ouais, ça, 5500 euros de perte par personne Hmm. de mémoire. Et moi, j'en suis à 3300. Donc voilà, on- on- je confirme l'impact négatif, mais il est légèrement moins qu'attendu. Alors, c'est 5500 par année par habitant. Alors, cette histoire par habitant, si vous n'êtes pas économiste, vous pouvez mal interpréter ce chiffre. Ce n'est pas vous, en tant que personne, vous allez avoir 500 euros, 5000 euros de moins. En fait, c'est le PIB divisé par le nombre d'habitants. Mais ça peut être voilà, en fait, c'est par exemple les entreprises qui auront moins de chiffre d'affaires, ce serait voilà, le gouvernement qui aurait moins d'argent. C'est pas vous forcément qui aurez 5000 en moins. C'est juste simplement le PIB divisé par le nombre d'habitants et pas le PIB divisé par le nombre de personnes euh, par ménage, quoi. Ouais. Euh, et, euh, alors, voilà. Donc, c'est assez rigolo parce que, et je mentionne ça dans le blog, je vous invite vraiment à lire l'article. euh, la, Dans la critique de l'étude du CEP qui avait été faite par Grand Continent, qui était vraiment la meilleure critique, très argumentée, faite par des gens qui étaient des fédéralistes européens. Euh, alors, je crois que j'ai montré. Alors, en fait, ils sont très, très vindicatifs contre l'étude avec des vrais arguments et ils disent ben, nous, on va refaire les calculs. Et ils ont refait les calculs et ils ont confirmé ben, la France sans l'euro, ce serait meilleur que la France avec l'euro. Vous voyez. Mais Là, ce que je trouve quand même et, assez rassurant, c'est que l'étude du grand continent et votre étude à vous, en fait, d'un point de vue purement graphique, ça se ressemble. en fait, au niveau des pondérations, alors les modèles sont différents, donc, mais par exemple, ils ont un grand Hmm. poids de la Suède, du Japon. Ça ressemble beaucoup en termes d'output et aussi de composition de la France synthétique. Et moi, je trouve ça rassurant personnellement parce que ce sont des fédéralistes européens qui font une Hmm. étude. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ils refont les calculs, ils confirment un impact négatif de l'euro, mais en fait, le ton de leur article n'a rien à voir avec les résultats qu'ils ont trouvés. C'est-à-dire que plutôt que de dire, bah oui, on confirme un impact négatif, on dit, ah, vous voyez, on a trouvé des résultats différents, ça veut dire que le modèle est bidon. Ben non.
ils ont trouvé des résultats différents de moindre ampleur. C'est-à-dire que la perte liée à l'euro, elle est de 3 000 et pas de 5 000. Mais ça n'empêche que leur modèle, comme le mien, indique une perte de 3 000 euros. Donc voilà, c'était assez rigolo de voir cette dissonance entre l'article et les résultats. Et alors j'ai copié, je n'aime pas trop faire ça, mais ça c'était un des auteurs qui me disait, à vrai dire, je crois assez à un impact négatif de l'euro. Voilà. Après, il pondérait un petit peu, mais il croyait à un impact négatif qui confirme ses résultats. Alors, j'ai une question une question du public. Votre blog, ça sera pour parler de quoi? L'économie brésilienne, mondiale, des sujets très précis sur l'inflation. Ça parlera de quoi concrètement? Alors, mon blog, donc c'est le premier billet. Alors, premièrement, il y a un positionnement de ce blog, c'est que chaque billet, il va probablement prendre des semaines à être écrit. Donc, il y a tout un train de travail que j'ai fait avant. Et là, si vous allez voir, par exemple, je ne sais pas, dans 2 semaines, un article publié, ça veut dire que ça fait 2 mois que je travaille dessus. Euh, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et alors, l'idée, c'est qu'il va y avoir, je vais parler globalement d'économie, d'inflation, de dette, mais il va y avoir à l'intérieur de ce blog une série sur la sortie de l'euro. Donc ça, c'est le premier. Et je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit 50% va être consacré à cette thématique. Parce que c'est une thématique beaucoup plus complexe qu'acceptée par le mainstream souverainiste. Alors, le mainstream souverainisme, c'est un peu poule de Alors, je grandeur. précise, je ne cautionne rien, je suis un arbitre parfaitement neutre, et même si je rigole, ça ne prouve en rien mon positionnement. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors donc il va y avoir une série là-dessus. Par exemple, là, je suis en train d'écrire un article qui qui reprend le modèle de Fitch, hein, parce que vous allez dans leur papier, vous voyez toutes les variables qu'ils utilisent. Et plutôt que dire ah oui, ils veulent pas nous dégrader, blablabla. Non, je prends leur modèle, je regarde les variables, et ensuite je vais essayer de dire bon voilà, admettons qu'on sorte de l'euro, quelle va être la note souveraine que nous donne objectivement le modèle de Fitch. Parce que c'est possible de l'estimer statistiquement. Alors après, Fitch, ils ont je parle de Fitch parce que je prends leur modèle, mais c'est pareil pour tout le monde. En fait, ils ont deux niveaux d'analyse. Ils ont un modèle qui donne une référence, hein, par une note de référence, par exemple AA ou A-. Et ensuite, ils, ils, ils ont une analyse qualitative qui leur permet, en fait, ils dévient de une note ou deux de leur analyse économétrique. Ce que je vais essayer de faire, c'est de simuler quelle serait la note du pays en cas de sortie de l'euro, et c'est pas anodin. Parce que il y a toujours ça c'est mon opinion, hein, toi t'es neutre, hein, il y a toujours un truc dans un peu le mainstream, on va dire, souverainiste. C'est que dire, bon, bah, on va sortir de l'euro, c'est vrai, c'est pas grave, on va avoir une explosion de l'économie, ça va être super. Non, en fait, la sortie de l'euro, c'est un truc extrêmement compliqué. Et en fait, c'est une guerre économique. Il faut s'y préparer. Et par exemple, une des batailles très importantes, ça va être la question de la note souveraine. Pourquoi? Parce que quand on était à A, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand on est à A-, peut-être, hein, aujourd'hui on va être dégradé, peut-être, hein, c'est pas sûr, on n'est plus qu'à 3 notes de l'investment grade. Et l'investment grade, c'est très très grave si on le perd. L'investment grade, ça veut dire que globalement, la plupart des fonds, obligations émergentes, pays développés, investment grade, ils n'ont plus le droit d'acheter de la dette française. Alors, je vais juste simplifier ça pour les gens. C'est vrai que quand vous avez un fonds de pension, en fait, ils ont des obligations juridiques parce qu'ils gèrent de l'argent d'autrui. Ils n'ont pas le droit d'investir dans des fonds qui sont trop risqués. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils risquent de perdre l'argent de leurs clients.
Et le principe d'un fonds de placement ou d'un fonds de pension, c'est ça, c'est de placer l'argent. Après, Voilà, c'est exactement ça. Ah, j'avais vu la caméra qui était. C'est exactement ça. La dette française, elle est beaucoup achetée par des étrangers. mmh, Et vous avez souvent des gens qui viennent et qui disent ah, la dette est possédée par des étrangers, c'est mal. Oui, on peut dire que c'est mal, mais il faut voir aussi les avantages. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a mmh, beaucoup d'étrangers qui veulent acheter la dette française, ça fait baisser nos taux d'intérêt. et en Et donc, si plus, il y a ces un étrangers facteur, disparaissent du jour au lendemain, pardon. il y a un facteur par contre aussi, je pense que, bah, excusez-moi de vous couper, c'est juste que là, j'essaie d'apporter une petite plus-value à mon humble mesure. C'est qu'en fait, il y a 2 caractéristiques principales de la dette française. C'est qu'elle est très liquide, au sens qu'en fait, elle se revend et se rachète assez facilement. Et Mhm. deuxièmement, en fait, en France, grâce à l'autorité France Trésor, vous avez une publicité et une réactivité en matière d'information sur la dette, les obligations, etc., qui est, je crois, dans les meilleurs de la planète. Donc, d'un point de vue purement de publicité et d'autorité de l'agence France Trésor, on a une très bonne position. Alors, j'ai vu une question qui parlait attendez, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Oui, Le truc, c'est qu'en fait, on peut se permettre de perdre 3 notes. Si au moment de la sortie de l'euro, on perd plus que 3 notes, alors là, on perd l'investment grade et c'est vraiment très très grave parce qu'en fait, on va se prendre un pic de mmh, hausse des taux lié à la sortie de l'euro, c'est normal. On va se prendre un pic de taux d'intérêt lié à la perte de l'investment grade. Ce sera très très difficile en fait de faire que la sortie de l'euro soit un succès si on perd cet investment grade. Et donc, préparer la sortie de l'euro, c'est pas oh tranquille pépère, ça va être cool. Non, enfin c'est une guerre et une guerre ça se prépare. Il faut regarder, voilà. Alors il faut faire un plan. Voilà, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas perdre 3 notes souveraines. Et donc mon prochain article, il va être là-dessus. Essayer de simuler quelle serait la perte modélisée de notes souveraines de la part de la France en cas de sortie de l'euro et se dire ben voilà, comment est-ce qu'on pourrait y remédier. Euh, j'ai vu une question sur le fait est-ce que ce serait pas négatif de sortir de l'euro. Alors, je vais être clair, cette étude, elle n'est pas sur la sortie de l'euro, elle est sur le coût d'entrée dans la zone euro. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Les études sur la sortie de l'euro, c'est autre chose. Et c'est pas parce que, vous voyez, alors je vais revenir sur l'image de. Ah, je sais pas. Ah, si, c'est comme ça. Euh, c'est pas parce que on est, du fait d'être entré dans la zone euro, on est sur la courbe bleue au lieu d'être sur la courbe rouge. C'est pas parce que on a perdu 3 000 € par habitant que le fait d'en sortir de l'euro, on va récupérer ces 3 000 €. Le fait de sortir de l'euro pourrait nous faire tomber plus bas encore. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est quand vous avez cassé un vase, il est cassé. Et il n'y a pas de moyen de le fixer. Alors, vous pouvez le rafistoler, mais ce ne sera jamais le vase original. Donc voilà. mais Je ne dis pas que si je me permets, ouais, vas-y. j'ai 2 questions du fait de vos développements. Alors j'ai une question du public qui est: est-ce que, vu que la note est essentielle à un endettement sain, j'entends, est-ce qu'une gestion responsable du budget avec un excédent primaire et avec, un panel de réformes pourrait avoir un impact positif sur les marchés? Et deuxième question que je vous pose, c'est un sujet qu'on a abordé souvent, mais là la question vient, c'est: est-ce qu'en soi, le fait est que l'euro soit en vigueur en France et qu'on ait la garantie en fait des marchés, enfin, ce que les gens appellent le bouclier allemand, c'est-à-dire vu qu'on est rattaché à l'Allemagne, on a des taux plus avantageux. Est-ce que c'est pas forcément négatif parce que ça nous incite pas aux réformes et à une évolution technique, institutionnelle de notre pays? Alors, c'est justement un des points que je mets dans le biais du blog. C'est-à-dire que l'analyse traditionnelle des souverainistes, c'est de dire que eh bien,
l'euro était survalorisé et on a eu une perte de compétitivité qui a fait déprimer l'économie française. Hein. Voilà, c'est ça, hein, globalement. Sauf que moi, j'ai une vision un peu différente, et pas qui s'oppose, mais qui complète. C'est-à-dire que l'euro, il a été une protection pour la France, parce qu'en fait, on a un peu collé au taux allemand. Dans les 10 années, non, entre 86 et 92, donc ça fait les 6 années avant l'introduction de la signature de Maastricht, le spread français, en moyenne, il est de 1,90 points à peu près. C'est à peu près le spread entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et malgré tous les problèmes budgétaires qu'on a actuellement, notre spread, il n'est que de 74-75 points de base. Donc, il y a vraiment un effet de l'euro qui comprime les taux d'intérêt. En fait, on emprunte tous un petit peu la crédibilité allemande. Alors, au début de l'euro, c'était complètement excessif. On avait tous des taux au même niveau. Ça a créé d'énormes problèmes, notamment dans les pays du Sud qui ont beaucoup emprunté, qui ont laissé courir leur déficit. Pas forcément un déficit public, hein, c'était aussi beaucoup d'endettement privé. Et voilà, ça a donné la crise des dettes souveraines plus tard. Et alors, si on avait des taux d'intérêt plus élevés, peut-être que les politiques françaises seraient obligées de ramer pour faire des réformes, pour réduire le budget, parce qu'en fait, ce serait insoutenable. Ce serait insoutenable. On aurait la dévaluation de la monnaie, l'explosion de la charge de la dette beaucoup plus forte qu'en ce moment. On aurait de l'inflation très forte. Et là, il y aurait péril en la demeure et on serait obligé de réagir. Et le fait d'avoir des taux d'intérêt bas, donc en fait, on était protégé contre notre laxisme. Et donc finalement, on ne réforme pas, on laisse le déficit courir et on se retrouve dans une situation où notre croissance économique, elle est beaucoup plus faible que la normale parce que on réforme pas depuis des années. On fait rien en fait. Je sais que beaucoup aiment bien fustiger Macron, le président ultralibéral, mais objectivement, Macron, il n'a pas vraiment passé de réforme. Il n'a pas fait Mais grand-chose. ça, c'est quelque chose. Après, j'apporte juste ça en supplément pour que les gens comprennent bien. En fait, en 2023, en charge de la dette, on avait 41 milliards. D'accord? Cette année, en 2025, on est à 67 milliards d'intérêts de charge de la dette. Et il est prévu que pour 2026, on soit à 70 milliards. Mais récemment, vous avez eu un rapport sénatorial dans lequel on s'est rendu compte que si on continuait comme ça, d'ici 2029, en fait, la charge de la dette va prendre 1 point de PIB. C'est-à-dire qu'on va devoir payer 29 milliards de plus par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui en charge de la dette. Et le fait est, c'est que là-dessus, ce que les gens ont parfois un peu de mal à comprendre, et c'est pour ça qu'on est là, qu'on essaye de vous expliquer, c'est que pas mal de bons du trésor, d'obligations, etc., ont été contractés à une période où les taux étaient à taux zéro, voire à taux négatif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont plus à taux négatif. Donc, quand ces intérêts-là vont arriver à terme de la dette, qu'on va devoir les payer, on va devoir se réendetter sur un marché beaucoup plus dispendieux. Et là, par contre, on ne sera plus du tout sur les mêmes charges de la dette. Et donc, inversement, si un jour on arrive à diminuer les taux d'intérêt, en fait, on va traîner pendant quelques années encore, parce que la maturité moyenne de la dette, je crois que c'est 8,6 années. En fait, pendant 9 ans, on va se traîner encore un impact des taux d'intérêt élevés, même si les taux d'intérêt baissent. Donc Mais voilà, après, ça ce met du temps à qui... arriver, mais ensuite, ça met du temps Oui. à partir aussi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que par contre, il y a des prêts qui ont été contractés sur des obligations françaises à hauteur de 50 ans, quand les taux étaient très bas. Encore une fois, c'est ça que j'aimerais bien que les gens comprennent. Et c'est grâce à Alexandre, surtout, vous pouvez le comprendre parce que c'est quelqu'un d'éminemment pragmatique. Et c'est pour ça qu'en fait, on aime autant l'inviter. C'est qu'en fait, rien n'est désespéré. Le tout, c'est qu'il faut avoir une approche technicienne et il faut avoir une approche posée et pragmatique des problèmes. Et comme dit l'adage populaire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais utiliser cet exemple, mais
la sortie de l'euro, c'est comme si vous vous préparez pour un siège. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier les fortifications, il faut les réparer là où il y a des problèmes, il faut savoir d'où va arriver l'ennemi, il faut envoyer des messagers à l'extérieur pour essayer d'avoir des renforts, il faut stocker de la nourriture. La pire des choses, c'est de se dire non, mais tranquille, ça va y aller, il n'y a pas besoin de se préparer, ça va être super. Non, ça c'est ridicule. Et promettre que la sortie de l'euro, ça va être des millions d'emplois rapidement, c'est pas productif. Et d'ailleurs, moi, une des grosses critiques que je faisais au souverainisme, c'était que, on va dire, voilà, Sapir et Murer ont fait une étude en 2013 et elle a le mérite d'exister. Je ne saurais pas la critiquer sur le détail, ça fait longtemps que j'ai lu. En fait, une seule. Moi, j'habitais à Londres au moment où il y avait le débat pré-Brexit. Moi, je me souviens, il y avait énormément d'études de différents endroits qui essayaient d'estimer le Brexit et de dire voilà, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Finalement, dans la pratique, c'était la grosse confusion parce que forcément, c'est difficile de mettre en œuvre le plan de bataille. Hein. On reprend la métaphore du siège, mais voilà, les sièges, ça se passe jamais comme prévu, il y a toujours des problèmes. Le souci, c'est que vous avez eu donc une étude et en fait, finalement, personne s'est dit bah, tiens, on va essayer de compléter, on va faire quelque chose. L'étude que j'ai faite, elle n'est pas extraordinaire, elle a déjà été faite plus d'une fois, donc avec le CEP. Il y en a d'autres dans la littérature scientifique où voilà, ils n'ont pas eu de publicité parce que c'était juste pour un public académique. Peut-être la différence, hein, il faut que je le cite, c'est que au moment où il y avait l'écriture, hein, il y avait cette étude de l'autre économiste et je l'ai mis en lien dans mon billet de blog. Alors, je vais essayer de voir si on arrive à l'ouvrir ici. Pardon. Attendez, je suis perdu. Ah, voilà, il est là. Je ne sais pas si on va réussir à. Est-ce que vous voyez le. Ah ouais, non. Mince. Bon, je vous invite à lire le blog. À lire son blog et on vous invite aussi à contribuer à son travail parce que de ce que j'ai compris, vous avez sorti un petit Tipeee, c'est ça? Ouais, alors l'idée, c'est quoi? C'est que, bon, on va pas se mentir, ce que vous voyez là, en combiné, c'est pas mal de travail. C'est pas mal de travail et c'est du temps que, actuellement, bon, voilà, je me suis fait virer, mais en fait, je travaille comme consultant parce que le jour où, j'ai dit que je quittais le fonds d'investissement, je dis bon, ben voilà, maintenant, je fais faire du mentoring, des cours particuliers pour économistes, pour leur apprendre à être, à bien faire les prévisions budgétaires. Et j'ai eu énormément de demandes. Et donc, du coup, je suis formateur d'économistes. Mais alors, tout le temps que je consacre à ce genre d'études, c'est énormément de temps et c'est des temps que je passe en moins avec des clients. Et en fait, c'est pas possible. C'est beaucoup trop de temps. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire un Tipeee pour voir. C'est pas énorme, mais ça justifie, même d'un point de vue personnel, tu vois, quand on travaille le soir, d'un point de vue familial, expliquer, bon, bah, je fais ça, je travaille pendant des semaines le soir, justifier ça, ben non, c'est gratuit, c'est pour. Et puis, on va être pour les honnête, souverainistes. si les gens qui lisent votre blog, ils vous versent 1,50 €, c'est le prix d'un café et c'est déjà ça, quoi. Voilà. Donc voilà, donc merci de faire la publicité. Ah non, mais on est totalement là pour ça. Alors, Ensuite, aussi, il y a un truc, c'est que, en fait, on va pas se mentir, on va être. Plus le Tipeee aura du succès, plus ça me permet de, en fait, détourner des heures que j'ai avec mes clients vers l'écriture de ces trucs-là. Et ça va permettre de produire plus. Et j'espère que c'est un blog qui va avoir de l'avenir parce que, par exemple, j'ai discuté, c'est la première fois que Jacques Sapir est venu discuter avec moi. Il m'a dit qu'il allait citer mon travail dans un article qu'il allait faire pour Front Populaire. Et j'ai un peu envie d'avoir cette revanche du souverainiste qui travaille. Alors, j'ai besoin de faire un gros disclaimer parce que tu as dit
en fait, moi, ma position, pour que les gens sachent d'où je viens, parce que c'est important, c'est qui écrit. Alors moi politiquement, hein, je me suis déjà présenté plusieurs fois, mais moi, j'ai jamais été Frexiteur. Mais en fait, j'ai toujours voté Nicolas Dupont-Aignan jusqu'à l'élection présidentielle de 2017. Et donc, j'étais plutôt, on va dire, eurosceptique, un peu old school. Mais j'ai jamais été vraiment pour le Frexit. Et je suis très sceptique sur la sortie de l'euro. J'ai toujours dit que je voterais un jour par esprit de contestation. J'aimerais bien voter pour une liste Frexiteur par exemple aux prochaines européennes, si jamais il y a une liste crédible qui se mettait en place. Alors, voilà. Après, on ne va pas rentrer dans le débat de qu'est-ce qu'une liste non, crédible. mais il n'y a aucun problème. Et Simplement que je vais dire ça pour les gens, pour que ce soit plus clair. Avec Alexandre, on se connaît depuis un certain temps. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avant tout, Alexandre, c'est un antifédéraliste. C'est quelque chose si vous voulez avoir sa position, moi, de ce que j'en ai retenu sur les années qu'on a passé à discuter, ouais, c'est que vous êtes avant tout quelqu'un qui est opposé au transfert de compétences et quelqu'un qui est contre la fédéralisation sur modèle américain. exactement. Et, euh, et donc voilà, donc je suis prêt. En fait, si vous voulez, je suis un anti-fédéraliste. Et au Parlement européen, ben, parfois les partis politiques traditionnels, je n'ai pas trop confiance. Et je préfère voter pour un Frexiteur parce que j'ai plus confiance dans le Frexiteur que dans le parti traditionnel. Mais stricto sensu, je ne suis pas forcément très chaud pour la sortie de l'euro. C'est vraiment un truc pour contextualiser et peut-être qui donne plus de force à l'étude que j'ai faite parce que voilà, je ne suis pas forcément un convaincu. Donc c'est important à dire. Et peut-être dans la série que je vais faire, où je vais expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants un petit peu de certains aspects de la sortie de l'euro. Là, il faudra à chaque fois que le lecteur il garde à l'esprit que, en fait, je suis un peu objectif parce que quand je dis, ben voilà, la sortie de l'euro, l'euro nous a causé tant de dommages en termes économiques, bah, c'est pas Asselineau qui parle, c'est pas un convaincu. Donc j'essaie d'être On va honnête avoir des intellectuellement. trolls. Mais on va avoir des trolls pendant des mois à cause de cette phrase. Enfin bref. Ah, Mais bon, pardon, j'ai une question, justement. Il y a quelqu'un qui parle des réserves d'or. Alors, je ne vais pas spoiler parce que c'est vraiment les travaux préliminaires. Euh, quand vous avez 18 variables dans le modèle des agences de notation. Vous avez des variables qui vont créer une baisse du rating automatiquement. Par exemple, le fait que la zone euro, elle est un point important que l'euro a un point important dans les monnaies, les réserves de banque centrale, ça améliore notre note. Ça l'améliore à peu près d'une note et demie, de 50% d'une note, pardon. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie avec plus de liquidité et donc les gens ont plus confiance dans les grandes monnaies. Voilà, c'est tout simple. Et le fait de sortir de la zone euro, d'utiliser une petite monnaie, si on revient au niveau à l'utilisation du franc, ça va nous faire perdre une demi-note, à peu près, juste pour cette variable-là. Rappelez-vous qu'on peut en perdre que 3. Hein. Donc, sur les 3, hop, une demi, on en perd une. On perd un demi, pardon. Et il y a quelqu'un qui a parlé des réserves d'or. Et en fait, justement, les réserves d'or, c'est les réserves de la Banque centrale. Si jamais on a des réserves très importantes, là, par contre, ça peut nous faire gagner, entre guillemets, en notes. Et en fait, il y aura la colonne des plus et la colonne des moins. Parce qu'au moment où on sort de l'euro, si la monnaie se déprécie, c'est-à-dire qu'en monnaie nationale, notre stock d'or, il va se valoriser. Et donc, ça va nous faire gagner des points. Et en fait, il va falloir faire au maximum maximiser les contributions positives pour minimiser les pertes de notre souveraine, parce que ça peut paraître con, c'est de la comptabilité un peu idiote. Les notations souveraines, c'est un peu débile.
Ça n'a pas forcément de sens, sauf qu'il y a des fonds, comme on l'a dit, qui sont interdits d'acheter des pays qui sont en catégorie spéculative. Et donc, si on tombe en catégorie spéculative, ça doit être un peu bête et sans une rationalité folle en termes économiques, nos taux d'intérêt ils vont augmenter malgré tout. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important, cette espèce de comptabilité un petit peu qui ne fait pas trop sens. Mais alors, justement, oui, si vous voulez améliorer vos chances que la sortie de l'euro se passe bien, oui, il faut stocker de l'or. Voilà, c'est tout bête. Mais Je me parle de la banque centrale. c'est bien que vous aboutissiez à déjà les questions du public parce qu'on va un peu y passer, à moins que vous ayez un dernier point abordé d'après votre article. Non, je pense que j'ai donné dans les grandes lignes. Je ne veux pas trop rentrer dans. Alors, on refera un rappel pour vous dire que ce travail est gratuit. Ce travail vous prend du temps. Donc, si vous voulez que les gens vous soutiennent, ça coûte que le prix d'un café, mais vous pouvez faire un petit don sur Tipeee ou un gros don si vous êtes généreux. Et on le rappellera à la fin de la vidéo. L'article sera dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller le lire. Donc là, on va passer en tant que tel à des questions. Alors, je vais un peu vous bombarder. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire des réponses courtes. Enfin, on va essayer d'avoir un débit un peu soutenu. Donc, Ouais. la première question, vous y avez déjà répondu. Alors, la Mhm. seconde, vous concluez que l'euro aurait eu un impact négatif sur le PIB français, mais sans explorer les causes. Quelle hypothèse principale formulez-vous aujourd'hui pour expliquer ce coût? Alors, c'est vrai. En fait, c'est un constat empirique, mais pas forcément très explicatif. C'est pour ça que le titre, c'est estimation préliminaire. En fait, c'est voilà, c'est se dire bon, déjà, il faut se dire voilà, ça a brûlé, ça n'a pas brûlé. Alors, ensuite, pourquoi ça a brûlé? Moi, je pense qu'il y a deux facteurs importants. Le premier, donc, c'est la surévaluation de l'euro. Sauf que il faut comprendre qu'au tout début de l'euro était très faible. Il était sous la parité. Je crois 0,84, on est tombé. Enfin, 1 euro faisait 0,84 dollars. L'euro était très faible au départ. Ensuite, on a vécu une période où l'euro était très 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 fort. Et donc là, ça nous a un petit peu porté préjudice. Et ensuite, avec le quantitative easing, il y a une très forte dévalorisation. Et donc, on a réduit la surévaluation qui est restée un peu modérée, si on veut dire. Alors, pour C'est-à-dire le que, public profane, est-ce que vous pouvez expliquer en 2-3 mots ce qu'est le quantitative easing? alors, le quantitative easing, c'est l'achat de dettes. La Banque centrale, dans la vie de tous les jours, elle achète des dettes de l'État pour mettre de la liquidité sur les marchés. Et le quantitative, sauf que dans ces achats un petit peu au jour le jour, elle achète des titres de très court terme. Et elle s'est dit, bon, maintenant, il faut intervenir avec le gros bazooka. Et donc, on va acheter des titres de très long terme. Et on en a acheté beaucoup plus. Et ça a permis au taux d'intérêt de fortement baisser. Ce qui en fait, a sauvé les États fiscalement. Comme les taux d'intérêt baissaient fortement parce que la Banque centrale rachetait la dette, ça a permis à de nombreux pays de sortir de la crise des dettes souveraines. Et alors, euh, cet achat massif de dettes, c'était l'impression, entre guillemets, c'est pas de l'impression monétaire, c'est vraiment un rachat de dettes, mais on parle souvent pour simplifier, de planche à billets, mais c'est vraiment pas ça. Ça aussi fait baisser la valeur de l'euro. C'est-à-dire que l'euro, il était à 1,50, c'était vraiment énorme, et on s'est retrouvé vers 1,15 à peu près. Parfois un petit peu moins au moment de l'élection de Donald Trump, la première élection. Et donc, vous avez globalement un euro qui est surévalué, mais si vous regardez les rapports du FMI, qui calculent qu'un certain modèle de surévaluation de l'euro,
Alors ça, c'est aussi un thème sur lequel je suis en train de travailler, hein, calculer de combien l'euro est surévalué pour la France. Vous vous rendez compte que le pourcentage, il est important, mais il n'est pas extravagant. C'est-à-dire que c'est parfois 4, on va dire 3, 4, 5, 6%. Donc c'est quelque chose qui nous a porté préjudice, mais si on pense que les problèmes de la France sont liés à une surévaluation de cet ordre qui n'est pas extravagant, eh bien, non, on se trompe. C'est un des facteurs, mais pas complètement explicatif. Mais c'est pour Et ça alors, que vous me permettez de rebondir parce que là, ça me fait une excellente transition. Vous dites que d'un point de vue de l'euro, ça, c'est 4-6%, c'est un facteur à prendre en compte, mais ce n'est pas, alors vous me corrigez, hein, essentiel. Mais là, quelqu'un me pose la question. D'après vous, vu que vous dites que l'euro était un peu un cadeau empoisonné qui empêchait les réformes structurelles, à votre avis, quelles ont été les réformes économiques qui ont été neutralisées par l'euro et à l'heure actuelle, quelles sont les réformes que l'euro bloque au sein de l'Union européenne? alors, par exemple, hein, mais en fait, c'est pas. On va prendre les 35 heures, par exemple. Hmm. Les 35 heures, probablement que si un pays faisait ça, il a une perte de compétitivité, il aurait une dévalorisation de sa monnaie, probablement une hausse des taux d'intérêt pour un problème d'augmentation du risque pays. En fait, là, on n'a rien eu. Donc, l'euro permet des réformes comme les 35 heures, par exemple. Euh, L'euro permet, c'est plus de. En fait, c'est pas quelque chose en particulier, c'est qu'en fait, on se traîne un gros déficit depuis très longtemps. Et en fait, on fait rien. On fait rien. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié au Portugal et au Portugal, il y avait un grief contre la France de dire, mais en fait, le Portugal, il doit réduire pour atteindre les 3% de déficit. La France, jamais. En fait, la France n'a jamais vraiment été astreinte aux 3%, parce qu'on les a quasiment jamais respectés. Mais pour vous dire, c'est Et que je dis ça à chaque fois, hein, mais la dette de la France à 52%, c'est les intérêts de la dette. Et autre point, c'est que c'est depuis 74, on n'a pas eu un seul budget, d'accord, à l'équilibre. par exemple, il faut bien comprendre que c'est pas un truc en particulier, c'est le fait que ça coûte rien en fait de laisser filer les déficits. Ça coûte rien parce que les taux étaient très modérés et même là actuellement, on a des taux qui sont très faibles par rapport au risque de la France. Alors j'ai publié un truc qui a été repris par pas mal de monde et je montre que les taux d'intérêt, le spread de la France, il est à peu près au niveau de l'Italie et l'Italie est BB+, c'est-à-dire 3 notes en dessous. Et donc ça a été repris par d'autres personnes, d'autres économistes qui ont fait la même analyse. Pour l'instant, enfin voilà, on a des taux qui ont beaucoup, pardon, je perds mes mots en français, qui ont connu une augmentation assez substantielle, mais qui sont encore relativement modérés par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on était en dehors de l'euro. Et alors, on peut voir ça il y a toujours de deux manières. Il y a toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Avoir des taux d'intérêt plus élevés, c'est-à-dire que vous consacrez plus d'argent à la dette. D'accord. Donc, c'est une mauvaise chose. Sauf que si ces taux réagissent fortement chaque fois que vous faites de la merde, pardon, de la grossièreté, vous faites quelque chose de une mauvaise politique économique, et bien en fait, vous êtes obligé, chaque fois que vous faites des erreurs de politique économique, de corriger assez vite. Et donc finalement, votre croissance économique, elle est plus élevée parce qu'à chaque fois, vous faites des réformes pro-croissance. Et l'euro, certes, il a diminué l'argent qu'on paye pour la dette, mais il nous a enfermé dans une sorte de léthargie de réformes. Et encore une fois, on parle des réformes d'Emmanuel Macron, mais c'est quoi les réformes d'Emmanuel Macron? Le principal détail de la politique d'Emmanuel Macron, la principale c'est la stabilité fiscale. Donc il y avait une prévisibilité fiscale pour les entreprises. Mais qu'est-ce que ça veut dire prévisibilité fiscale? En fait, c'est que vous ne faites rien.
Parce qu'avant, les gouvernements changeaient, augmentaient, baissaient. Et globalement, Macron, donc il a baissé certains impôts de production, mais globalement, les impôts étaient stables pour les entreprises. Et, et donc, c'est plutôt, on va dire, un peu un président feignant qui n'a pas fait grand-chose. Parce qu'il a fait quoi? La loi Pacte, c'est pas grand-chose. Les barèmes sur les prud'hommes, ok. La réforme de l'assurance chômage, c'est pas grand-chose. La réforme des retraites, elle fait très peu d'économies. Elle est complètement tombée à l'eau parce que au début, on nous annonçait une refonte totale en système à points et au final, on a juste fait les réformes comme on les faisait depuis 20 ans. Ouais, et puis on a légèrement changé le curseur et ça fait très peu d'économies. Et donc, Mais, finalement, Macron, c'est l'image du président très libéral qui fait des réformes et en fait, non, rien. Enfin, ça, c'est du pipeau, ça, c'est du storytelling parfois que Macron lui-même fait. Et en fait, on est dans une sorte de léthargie de non-réforme qui est permise par l'appartenance à la zone euro. mais Euh, alors là, j'ai une question très gentille pour vous. C'est à quand un livre sur l'inflation rédigé par Alexandre Loman? j'avais un projet de livre, un projet de livre euh, j'en ai écrit une partie sur l'histoire de la crise d'inflation. Je pense que j'ai un peu raté le timing. J'ai un peu raté le timing ouais, sur la publication. Mais ouais, je travaillais tellement en fait que j'avais pas le Hmm. temps. Et j'avais pas le temps. J'étais à la limite du J'ai burn-out. Hein. Quand je me suis fait virer, j'étais quasiment content en fait. Je me suis hmm. dit bon, bah, je vais pouvoir me reposer un peu, faire du sport parce que J'ai trois dernières questions pour vous. Alors la première, ¿qué pasa en Argentina? euh, bon, l'Argentine c'est pas ma spécialité, mais en gros, ça a été il a fait une thérapie, une austérité budgétaire un petit peu de choc. Et il y a eu des gains assez rapides en termes d'inflation. C'est placé plus. Ça s'est passé. C'est mieux que je le pensais. Et le problème, c'est que maintenant, il faut continuer. En fait, vous avez fait des premiers progrès très, très importants avec l'inflation, c'est beaucoup réduite. Mais ça a été au prix d'une forte récession, hein, mais Hmm. récession qui n'a pas commencé avec Millet, hein, c'était avant. Et là, vous avez une forte récupération économique. Mais ben, c'est pas facile parce qu'il faut continuer dans les progrès parce que l'inflation est toujours très forte. Hmm. Ben, nécessairement, en fait, la société, ben, elle est un peu à bout, en fait. C'est compliqué. C'est ce genre de remède de cheval, c'est bah, ça met beaucoup de gens dans la précarité dans un premier temps. Et ensuite, comme l'inflation baisse énormément, ben, la Hmm. pauvreté se réduit. Mais forcément, enfin, le consensus social autour de ce genre de plan, ben, c'est très difficile à obtenir. Et ce qui est difficile, c'est que nous, au Brésil, par exemple, on a fait des plans quand on avait l'hyperinflation, on a fait des plans d'hyperinflation qui marchaient du tonnerre. Et sauf qu'en fait, ils n'étaient pas soutenables dans la durée. Et donc, très vite, l'hyperinflation, elle revenait. Et donc, c'est ça, une des difficultés. Là, ce n'était pas de l'hyperinflation en Argentine. Hein. Euh, le, euh, mais l'une des difficultés de ce genre de plan de stabilisation, c'est qu'il faut tenir dans la durée. Plus l'inflation elle baisse, plus elle reste à un niveau bas longtemps, plus elle s'enracine à un niveau bas. D'accord. Et donc, vous pouvez recréer un marché du crédit. Par exemple, le crédit en Argentine, en termes du PIB, c'est quasiment rien. Ben, les banques ne prêtent pas. Il y a tellement d'inflation, ça ne sert à rien de prêter. Parce que les banques vont perdre de l'argent. Donc, elles ne prêtent pas et elles prêtent qu'aux riches, on va dire, ou avec des critères extrêmement sélectifs. Et donc, à détruire l'inflation, vous pouvez progressivement reprendre une croissance économique avec du crédit bancaire. Sauf que c'est des thérapies de choc qui, Hmm. j'ai pas le mot en français, qui épuisent la Rigueur. société. Qui épuisent la société. Hmm. Et en fait, il faut pas. Le problème, c'est pas Millet, en fait, c'est la situation qui a obligé l'Argentine à élire un Millet.
Mais donc, on verra pour la suite concernant les évolutions de l'Argentine. Mais ce que j'en conclus, c'est que pour vous, en fait, il y a eu une réforme qui était un traitement de cheval. Le patient est affaibli. Et là, le médecin, il fait des traitements post-opératoires pour stabiliser le corps du malade. Exactement. Voilà, c'est un très bon, c'est un très bon parallèle. Juste un truc pour comprendre le truc de malade de l'Argentine. L'Argentine, il taxait les exportations pour éviter que les gens exportent à l'extérieur. Parce que ça faisait une plus grande offre à l'intérieur pour essayer de baisser les prix. Et donc, du coup, il déprimait Mm. totalement l'économie en empêchant les gens d'exporter. Et il déprimait la balance commerciale, les réserves de change du Mais pays. Enfin, là-dessus, c'était le docteur Maboul de l'économie, hein, l'Argentine. Et c'est pour ça Mais qu'ils avaient quasiment là-dessus, 100% d'inflation. je ne sais pas si les spectateurs sont au courant, ni même vous, c'est qu'en fait, l'Argentine était le plus mal classé des pays développés concernant l'économie, parce qu'en fait, ben, c'est un calcul que fait la Banque mondiale sur 100 dollars, enfin équivalent 100 dollars, combien l'État vous prélève. Et en fait, l'Argentine, sur 100 dollars, on prélevait 107. Pour une raison un peu bête, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de système en Argentine de compensation ou d'abattement entre le niveau fédéral et le niveau des États fédérés. Ce qui fait qu'en fait, on vous prélevait plus d'argent que vous n'en produisiez. Donc, on va passer maintenant aux deux dernières questions. Alors, quelle situation au Brésil? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'y comprend rien. La crise économique, peut-être. Ah, au Brésil, bon, c'est une grande question, hein. Globalement, aujourd'hui, Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État et le deuxième, je ne sais pas comment traduire ça, c'est un peu subversion de l'ordre démocratique. Subversion de l'ordre démocratique, c'est quand vous êtes à l'intérieur des institutions et vous essayez de tourner la démocratie en dictature. Et coup d'État, c'est quand vous êtes en dehors du pouvoir et vous essayez de le prendre. Donc lui, il a les deux condamnations. Globalement, le fils de Bolsonaro est allé aux États-Unis où en fait il pilote une sorte de campagne anti-Brésil. Enfin, il veut condamner le Brésil. Enfin, il y a deux volets. C'est condamner le juge de Moraes qui a, qui a qui est un peu le fer de lance dans la condamnation de Bolsonaro, et aussi condamner le Brésil avec des sanctions commerciales assez lourdes Hmm. jusqu'au moment où ils vont, le Brésil va plus pouvoir, il va être obligé d'amnistier Bolsonaro. Donc voilà. Sinon, en fait, l'économie est assez, la croissance est assez forte, mais vu que la croissance est assez forte, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de crédibilité fiscale et qu'il y a une guerre commerciale, pour éviter que ça parte en sucette, la Banque centrale a augmenté les taux à 15%. Donc voilà, on a une énorme des taux d'intérêt très très élevés. Et voilà, mais la croissance, elle est encore OK. Ça commence à ralentir du Hmm. fait des taux d'intérêt élevés, mais c'est encore OK parce qu'il y a du déficit budgétaire, relation de salaire minimum. Par contre, voilà, ce qui est assez rigolo, petite anecdote, alors le fils de Bolsonaro, donc il fait un peu cette campagne internationale aux États-Unis pour essayer de comment dire, de faire condamner le Brésil des sanctions commerciales. En fait, ils vont tourner leur regard vers l'Europe et ça va être un très très bon révélateur parmi les députés européens pour voir qui est. En fait, donc, ils ont une équipe qui est quasiment en liaison avec la Maison Blanche et avec les, l'administration américaine. Et donc, ils vont tourner un petit peu leur lobbying vers l'Europe. Et ça va être très, très révélateur de voir en fait quel député européen a un canal ouvert et perméable au lobbying venu de Washington. C'est plus que le fait que l'Europe va condamner ou pas le Brésil pour, euh, pour le procès de Bolsonaro. Ça, j'y crois absolument pas. Parce que, bah, vu la composition du Parlement européen et la Commission européenne, c'est pas trop le climat. Mais parmi les députés européens qui vont signer, ça va juste nous montrer où est-ce que le canal est ouvert Hmm. entre Washington et les députés européens. Ça va être assez révélateur. Mais on suivra ça avec intérêt.
Et la dernière question de la soirée, suite à l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne, enfin l'accord Mercosur-UE, pour vous, quelles seront les conséquences, pour les pays du Mercosur, et enfin les pays d'Amérique latine ayant contracté avec l'Union européenne, et de deux, quel est le principal bénéficiaire en Europe, la France, l'Allemagne, ou qu'est-ce qu'on peut en attendre? Très vite, hein, parce que j'ai dit à ma fiancée que j'avais juste 1 heure, mais alors, très vite. En théorie, d'après l'étude d'impact, c'est essentiellement les exportations industrielles qui sont bénéficiaires. Donc, on pourrait dire les Allemands. Euh, je suis je suis d'accord, mais pas totalement, parce que les Allemands, ils vendent des berlines, et en fait, les goûts du consommateur en Amérique latine, c'est pas les berlines, hein, c'est plutôt les SUV, on va dire. C'est plutôt Range Rover, Jeep. Donc voilà. Donc, est-ce que Audi, Volkswagen ont un gros positionnement sur les SUV qui vont conquérir des parts de marché, ou est-ce que le fait de signer Mercosur UE, ça va créer un appétit pour les berlines? Faut voir. Donc oui, c'est plutôt l'Allemagne, mais c'est pas aussi caricatural que souvent on le dit. Donc les perdants, clairement, c'est les exportateurs de bœuf et de sucre. Les producteurs de bœuf et de sucre, pardon. Donc, typiquement, c'est nous, la France. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas une question de normes. Par exemple, on dit souvent les hormones de croissance. Alors, les hormones de croissance sont interdites au Brésil depuis 2011. Il y a encore un certain type d'hormones, mais qui ne sont pas utilisées pour la croissance du bœuf, mais il peut y avoir des résidus. C'est pas toujours noir ou blanc. Puis il y a toujours des difficultés de contrôle aussi. Mais globalement, voilà, la viande brésilienne, elle est de qualité. La viande brésilienne, sud du Brésil, Argentine, c'est vraiment un pays qui a une culture de la bonne viande, bien cuisinée, et c'est pas de la viande de merde. C'est pas de la basse qualité. Alors le truc, c'est que euh, donc les producteurs de bœuf, ils vont perdre parce que c'est impossible de résister. Les exploitations brésiliennes, elles sont énormes. Et en plus, c'est un lobby très bien organisé qui a des bénéfices en termes d'impôts, qui arrive à s'organiser, à faire du lobbying auprès des politiques pour améliorer ces situations. Et donc voilà, il n'y a rien à voir avec la puissance des agriculteurs en France. Et donc voilà, c'est pas possible de faire face. Et la question de la canne à sucre, c'est un peu la même chose. Canne à sucre qui, petite anecdote, vous savez, la caricature du trafiquant de drogue qui blanchit son argent en faisant des kebabs, au Brésil, les narcos blanchissent avec la canne à sucre. C'est une longue histoire, je ne vais pas commencer à développer pourquoi. Donc, est-ce qu'on va importer la canne à sucre des narcos? Je ne sais pas, enfin, voilà, c'est compliqué à dire parce que c'est un peu, les informations à ce sujet-là sont un peu difficiles à obtenir forcément. Alors voilà, alors la question c'est de savoir, je terminerai là-dessus, est-ce que quelle va être l'attitude de Macron? Et c'est très compliqué l'attitude de Macron parce que Macron, il a eu une attitude sur le traité qui a été changeante avec le temps. Il n'a jamais été vraiment pour. Dans la période où il était pour, il faut se rappeler qu'il y avait Macri en Argentine. Il y avait une sorte de bromance Macron-Macri. Et c'est dans ce contexte-là que Macron était pour, un peu avec un pied en arrière, le traité Mercosur-UE. Vous savez, quand il s'est embrouillé avec des agriculteurs au salon de l'agriculture, c'était moitié, il était d'accord avec le traité, moitié de l'amour du clash. Il ne faut pas trop se fier à ce que dit Macron. C'est pas parce qu'il clashait les agriculteurs sur le fait que le traité Mercosur, ça va être génial, qu'il était vraiment, lui, pour ce traité. Non, mais je rigole parce que il y a à peine 3 jours, on a tourné une émission, on a fait des blagues sur la bromance de Macron avec Brigitte, et là, ça revient. Enfin, je veux dire, je suis désolé les gars, mais je suis que commentateur, je peux pas le contrôler. Enfin, c'est plus possible. Voilà. Et donc, la question, c'est de savoir quelle va être l'étude de Macron. Et en fait, il ne s'est pas exprimé à ce sujet-là. En fait, j'essaie de faire peut-être un article sur le sujet. Vous avez à peu près 2-3 sources. Donc, une, c'est Reuters, qui soude des sources brésiliennes qui connaissent le dossier,
Donc j'aime bien quand des sources brésiliennes qui connaissent le dossier, on ne sait pas qui c'est, hein, mais aussi Donald Tusk dans ses déclarations, qui en fait semble dire que la France n'est pas motivée pour faire une minorité de blocage. Et j'ai l'impression qu'il se crée un faisceau d'indices pour que la France, elle va voter contre le traité, mais elle va absolument rien faire pour récolter d'autres votes. Donc, si la France ne se mobilise, il y a peut-être encore une chance que ça ne passe pas. Mais globalement, si on fait rien, les bras croisés, là, par contre, le traité va passer. Et c'est ça, en fait, c'est un peu un double jeu. C'est-à-dire que pour la scène intérieure, on aura, oui, de facto, on aura voté non, mais dans les faits, on n'aura rien fait pour que le non gagne. Donc ça, c'est une sorte de bruit qui commence à se faire sentir. Et en fait, c'est difficile de confirmer parce que Macron ne s'est pas exprimé. Voilà, il faut attendre un petit peu. Et globalement, le mécanisme de sauvegarde qui a été mis en place par la Commission, globalement, c'est comme si, au maximum, vous suspendez les importations. Non, vous ralentissez temporairement l'augmentation des quotas d'importation de bœuf et de sucre de 4 ans. Voilà, à peu près, si on veut. En fait, c'est un délai dans l'application. Ce qui, bref. c'est pas grand-chose, en fait. Comme disent les Anglais, wait and see. Donc Alexandre, on vous dit encore merci. Je rappelle encore une fois, vous avez en dessous de la vidéo le lien vers son blog. Ce blog, vous pouvez faire un don avec un petit don sur Tipeee, un gros don si vous êtes généreux, parce que pour Alexandre, plus il aura de dons, plus il aura d'argent sur cette cagnotte, plus il fera d'articles pour vous. On vous conseille encore une fois de vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux, de nous suivre sur Discord, parce qu'Alexandre passe de temps en temps nous faire l'honneur de sa présence. On vous remercie encore d'être passé pour nous faire cette présentation en économie qui, contrairement à ce qu'on peut souvent voir sur Internet, n'était pas catastrophique, mais était pragmatique et bien construite. Est-ce que vous avez un dernier mot? Non, mais c'est ça. Hein, moi, je suis pas là pour faire du catastrophisme ou de l'optimisme. En fait, je suis là pour étudier les faits et la réalité, elle est toujours complexe. Et c'est pas productif d'être soit super optimiste, soit super négatif. Eh bien, messieurs, dames, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. C'était la Zone Libre avec Alexandre Lohmann. Merci.